Il nous a prévenus, écoutez, tenez-vous bien, bloquez-vous parce que l'atterrissage va être mouvementé. Une montgolfière atterrit d'urgence à Loverval. La nacelle s'est empêtrée dans les arbres. Ses occupants sont indemnes. Récits et témoignages dans un instant. Bonjour et bonne fin de semaine avec nous. L'humidité dans les maisons sinistrées entraîne des maladies pour certains habitants après les inondations. Problèmes respiratoires, gastriques ou dermatologiques, des équipes médicales surveillent la situation. Nous parlerons aussi de ce nouveau variant du coronavirus, variant colombien. Il a entraîné le décès de 7 résidents d'une maison de repos à Zaventem. La météo pour cet après-midi, variable, des averses, mais aussi, paraît-il, des éclaircies. Maxima entre 16 et 21 degrés. Cette grosse frayeur donc pour les 16 occupants d'une montgolfière dans la région de Charleroi. L'engin s'est posé en urgence à Loverval. La nacelle s'est retrouvée empêtrée dans un arbre. Heureusement, personne n'a été blessé. Justine Roldan-Pérez avec Denis Caudron et Fabien Vanove. Hier vers 20h, les 16 passagers ont embarqué à Serfontaine pour un baptême de l'air en montgolfière. Jusque-là, rien d'anormal, sauf qu'au bout d'une heure de vol, le pilote est surpris par plusieurs coups de vent. Il nous a prévenus, écoutez, tenez-vous bien, bloquez-vous parce que l'atterrissage va être mouvementé. Après plusieurs tentatives d'atterrissage, la montgolfière finit sa trajectoire dans les arbres. À un certain moment, moi, du dessus, je vois un terri là-bas, je me dis, mais on se dirige sur Charleroi, c'est pas possible. Ils vont nous taper sur la R9, quoi. Je me dis, le ring, non merci. Et il nous dit, ben voilà, il n'y a plus qu'ici. Et là, il fait tout pour atterrir, un peu dans le champ là, mais les vents l'ont poussé aussi. Et c'est ainsi qu'on a eu l'incident. Une scène très surprenante, notamment pour Benoît, puisque c'est au fond de son jardin que la montgolfière a atterri en urgence. J'ai appelé directement le 112 et je me suis précipité pour voir s'il n'y avait pas de blessés. Et miracle, il n'y avait rien du tout. Donc voilà, tout se termine bien. Elle est écrasée dans l'arbre. Arthur, alerté par le bruit, a tout filmé avec son frère. Surtout, ça fait beaucoup de bruit. En plus, on a l'écho du bois qui vient jusque chez nous et ça faisait quand même pas mal de bruit. On a vraiment cru que elle allait exploser, limite ou quoi, si elle avait un trou. Enfin, peut-être pas exploser, mais du moins se trouer et complètement se cracher. Donc là, ici, il essaye de remonter. Et ensuite, pour au final, se retaper contre un arbre juste à l'instant, quoi. La nacelle sera évacuée dans la journée. Heureusement, tout s'est bien terminé. Daniel nous confie d'ailleurs que cela restera un moment inoubliable. Je dois voler avec quelqu'un, ce sera avec lui, mais pas aujourd'hui. Il faut me laisser un peu de temps. La police brésilienne a découvert plus d'1 tonne de cocaïne dans un avion privé qui devait décoller vers la Belgique. L'avion est resté cloué au sol. C'est la première fois que de la drogue est découverte dans ce genre d'appareil. La police brésilienne a filmé l'intervention. Emmanuel Dupont. La police brésilienne ordonne au passager d'ouvrir sa valise disposée devant lui sur la tablette. À côté de l'homme assis sur son siège, le commandant de bord assiste à la scène filmée peu avant le décollage. Je veux juste jeter un œil, déclare le policier. Dans la valise, d'énormes paquets grossièrement emballés. Interrogé, le commandant dit en ignorer le contenu, mais le test rapide va révéler la présence de cocaïne. Le propriétaire du bagage reste sans voix. Il y en a 24 au total, alignées devant l'appareil. Elles contiennent 1,3 tonne de poudre blanche. L'avion en provenance de Malaga en Espagne avait pour destination finale l'aéroport de Bruxelles. C'est la première fois en Belgique que les trafiquants utilisent un jet privé pour acheminer leur drogue. Vous avez vu qu'énormément de saisies de drogue ont été faites dans les ports d'Anvers et de Rotterdam ces derniers temps. Je pense qu'en effet, il peut y avoir une réaction, une créativité de la part du criminel pour s'adapter, trouver d'autres moyens, d'autres portes d'entrée vers notre Europe depuis l'Amérique latine. Le passager d'origine espagnole est connu des services de police. Il possédait un passeport belge et disposerait d'une adresse à Liège. Rien n'indique en revanche que la drogue était destinée à notre pays. L'appareil peut changer d'itinéraire 30 minutes avant d'atterrir.
Dans un communiqué, la compagnie aérienne turque nie toute responsabilité dans cette affaire, mais pour l'heure, tous ont été placés en garde à vue. Chez nous, la situation très précaire des sinistrés des inondations a entraîné des maladies. Pour l'instant, il y a peu de cas, mais des risques respiratoires ou dermatologiques en raison de l'humidité ou des maladies liées à la contamination de l'eau ou aux aliments périmés. Exemple avec Michael Menten et Julien Rawet. Dans ce quartier coupé du monde, des maisons entièrement moisies. Ici, les maladies sont apparues rapidement. Fabienne est soignée pour une plaie au pied. À force d'être dans l'eau et dans... Le mazout. Oui, le mazout. C'est la surinfection, quoi. Une petite plaie dans le frottement de la botte. Des plaies infectées, des peaux contaminées par les hydrocarbures, mais aussi des problèmes respiratoires et des infections gastro-intestinales. Même certains bénévoles tombent malades. Comme genre de maladie ici qu'on a déjà signalé, apparemment au niveau des bénévoles et des habitants, c'est un risque de leptospirose. Donc en fait, c'est dû aux urines les urines d'animaux, tout ce qui a été charrié par l'eau, les hydrocarbures, etc. Dans cette maison, des champignons partout sur les murs. Pour Mireille, il faut tout retirer le plus vite possible. Au début, nous n'avions pas de matériel. On travaillait main nue et là, au niveau de la peau est brûlée par le mazout. Même les animaux. Moi, j'ai un chat qui a trempé dans l'eau et dans le mazout pendant 2 jours et il a été tout brûlé, quoi. Ici, les médecins généralistes sont partis, touchés eux aussi par les inondations. Alors, pour se faire soigner rapidement, seule solution, cette maison médicale sinistrée. Une dizaine de patients sont consultés chaque jour. Pour le moment, on a beaucoup des infections respiratoires, donc on a quand même pas mal de pneumonies alors qu'on est en plein été et qui ne répondent pas aux antibiotiques classiques. Donc on pense entre autres à la légionellose, mais on n'en a pas encore eu de cas confirmés. Fuir les maladies ou rester pour nettoyer. Mireille, elle, n'a pas le choix. Elle restera jusqu'au bout pour s'occuper de ces murs. Et à ce propos, les dégâts liés aux inondations représentent plus d'1 milliard d'euros au moins. Les assurances vont rembourser, mais il y a un plafond fixé par la loi, un plafond de 350 millions d'euros. Bonjour Mathieu Danger. Assureurs et gouvernement wallon vont négocier pour savoir qui paiera le surplus. Et oui, qui va payer et combien, Olivier? C'est la grande question. Le mécanisme légal prévu en cas de catastrophe naturelle pourrait être activé pour la première fois en Belgique. Il impose l'intervention des pouvoirs publics au-delà de 350 millions d'euros de dégâts. Et évidemment, la région wallonne veut faire sauter ce plafond ou à tout le moins l'augmenter au terme d'une réunion et des échanges qui se font en ce moment même avec les assureurs. La réunion se tient en distanciel et se veut très discrète, pas de commentaires. Le gouvernement espère que les assurances sortiront plus d'argent de leur portefeuille pour indemniser les particuliers qui sont assurés, mais on ne sait pas encore à hauteur de combien. C'est d'ailleurs tout l'enjeu de ces échanges. Et puis, le gouvernement wallon réclame aussi de l'aide pour reconstruire les chaussées, les routes, les ponts ou encore les systèmes d'égouttage. À titre d'exemple, en province de Liège, les inondations ont tout emporté sur plus de 60 km de long. On parle d'1 milliard d'euros afin de tout reconstruire. Le gouvernement wallon espère donc que les assurances puisent dans leurs réserves constituées ces dernières années par les versements des différentes primes. Pour l'heure, les discussions sont toujours en cours et un accord n'est pas attendu avant les prochaines heures, voire les prochains jours. Voilà pour ces négociations en cours. Merci beaucoup Mathieu Danger. Le numéro 2 de l'armée revient, lui, sur l'action des militaires dans les zones sinistrées juste après les inondations. Il regrette la diminution de moyens pour la protection civile et l'armée, ce qui, dit-il, les a empêchés d'être plus efficaces et plus rapides sur le terrain. Mathieu Coll, Guillaume Wills. Depuis le début de la crise, la défense a envoyé ses hommes sur le terrain. Certains militaires ont même pris sur leur congé pour venir en aide aux sinistrés. Mais aujourd'hui, même le numéro 2 de la défense le regrette. L'armée n'a plus assez de moyens pour être efficace dans ces circonstances. C'est comme ramer avec des rames qui sont devenues très courtes. Des choix ont été faits dans le passé. Je comprends les gains d'efficacité, mais les secours sont une question d'efficacité. Vous devez atteindre votre objectif.
Concrètement, il y a moins d'hommes à la défense, mais moins de matériel aussi. Moins d'engins de chantier qui auraient pu déblayer des zones touchées, même plus de services capables de construire rapidement des ponts pour permettre aux secours de franchir les rivières. Et dans le cadre des inondations, on a pu voir certains zodiacs qui ont mis beaucoup de temps à arriver sur les lieux des sinistrés, etc., pour aider la population, mais aussi du génie de pontage comme nous avions par le passé. Ce sont tous des moyens matériaux, eux, qui viennent à peiner et à manquer. La crise, née de ces inondations, a mis en lumière la faiblesse des moyens de la défense et c'est un chef qui lance le SOS. Ici, on a quand même le numéro 2 de la défense qui est toujours d'actif, qui est un général 3 étoiles, qui s'exprime de manière publique pour dire que son département, duquel il est vice-chef, son département est en crise. On dit tout le temps, c'est le citoyen qui paye la défense. In fine, désinvestir dans ses métiers régaliens, désinvestir dans la défense, c'est aussi faire payer le citoyen de ce désinvestissement. Des centaines de militaires participent tout de même aux opérations et ils seront encore plus nombreux dans les jours qui viennent pour coordonner la distribution de l'aide alimentaire. L'aide alimentaire qui est un des défis pour l'instant dans ce qui concerne l'aide aux sinistrés. Nous en parlons ce midi avec Philippe Lagasse de Locte qui est président de l'ASBL Verviers, ma ville solidaire. Bonjour, vous coordonnez cette aide alimentaire du côté de Verviers pour l'instant. En quoi consiste-t-elle et à combien de personnes venez-vous en aide aujourd'hui ? Donc cette aide alimentaire consiste à gérer tous les flux entrants et sortants des vivres qui nous sont offerts, y compris la distribution donc au centre de la ville et dans les périphéries. Donc par décision de la bourgmestre, la J+1, le privé s'est vu confier cette gestion à travers notre ASBL, puisque depuis 28 ans, nous venons en aide aux plus démunis. Et aujourd'hui, nous sommes dans une phase active de distribution toujours de vivres périssables, puisque nous ne savons toujours pas cuisiner. Et donc nous distribuons actuellement, à partir de l'IPV ici à Verviers, entre 1600 et 2000 repas par jour, et encore à peu près 500 au centre-ville. Après en avoir distribué beaucoup plus grâce aux nombreux bénévoles qui ont pris des initiatives et qui ont accepté de rester coordonnés pour que tout ça soit cohérent. Cette distribution, la phase de cette distribution, elle va durer jusque quand selon vous ? Nous avons arrêté la date du vendredi 13 en mettant tout un plan en place pour permettre de retrouver une certaine autonomie, puisque Orez nous avait déjà promis il y a 8 jours de faire le nécessaire pour rétablir le courant pour mercredi donc qui vient de passer, pour autant que nous demandions à tous les habitants d'afficher leur numéro de GSM sur les sonnettes, ce qui a été fait, et toutes les entreprises, tous les commerces ont été contactés également pour qu'ils puissent directement intervenir sans perdre de temps. Donc je pense que nous rentrons dans une phase où nous allons permettre à chacun de retrouver son autonomie. De quelle manière justement ? Alors d'une part, nous allons garder l'action actuelle de distribution des repas à partir donc du lieu où nous sommes aujourd'hui, mais tout en questionnant les sinistrés, puisque nous avons besoin de faire la distinction entre les plus démunis qui étaient déjà en difficulté, les sinistrés que nous avons découverts, et malheureusement les profiteurs qui nous prennent une bonne part de notre énergie. Donc dans les jours qui viennent, déjà depuis hier, donc jusque mardi, nous allons interroger chaque sinistré, puisque nous apportons les vivres dans chaque habitation. Il y a à peu près 450 à 500 bénévoles qui participent depuis 10 jours à cette distribution alimentaire 7 jours sur 7 en 25 équipes volantes qui se donnent le relais les jour après jour. Les choses ont l'air d'être bien organisées de votre côté. Comment se passe la coordination ou les rapports avec d'autres associations comme la Croix-Rouge par exemple ? La Croix-Rouge à J+19, c'est-à-dire il y a 2 jours, m'a téléphoné pour me rencontrer et m'a expliqué qu'il venait mettre en place la logistique de distribution des vivres pour les sinistrés. Mais je leur ai expliqué que nous étions déjà en accord avec la ville dans la phase sortante et qu'en réalité, ce n'était pas de cela dont nous avions besoin. Et donc on a convenu avec eux que notre besoin se situait à partir de lundi, en fonction des réponses que nous avions de chaque sinistré, d'aller mettre en place des frigos, des cuisinières, des micro-ondes, des TV, des machines à laver, des séchoirs. Et puisque nous avons tous été généreux et qu'ils ont des moyens importants, nous leur avons demandé, et la bourgmestre a relayé cette demande hier, qu'ils fassent le nécessaire pour nous offrir ce qu'il faut pour équiper d'urgence, donc dans le courant de la semaine, les 300 premières familles qui n'ont plus rien,
Pourquoi dans le courant de la semaine? Parce que le TEC a accepté de nous mettre en place une navette de bus gratuite entre l'Est et l'Ouest de Verviers pour que les gens les plus sinistrés qui n'ont plus de magasin puissent aller refaire leurs courses tout au long de la semaine sans devoir payer de frais de transport et leur donner aussi des cabas et autres puisqu'ils n'ont plus de vélo, ils n'ont plus rien, ils ont juste leurs jambes pour marcher. Merci beaucoup, Monsieur Lagasse de Locte, en tout cas d'avoir été avec nous en direct pour évoquer cette situation et l'aide aux sinistrés du côté de Verviers. Plusieurs bâtiments qui regroupaient des archives officielles ont été inondés. C'est le cas des palais de justice ou des CPAS. Une course contre la montre a donc démarré pour conserver les documents les plus importants. Pour cela, il faut les congeler. Reportage par moins 23 degrés de Julien Modave et David Muller. 18 palettes de documents comme celle-ci au frigo. Conservés à moins 24 degrés au milieu d'une immense zone de stockage de viande entre les gigots d'agneau et les civets de biche. Nous avons été contactés par les archives de l'État et à notre grande surprise, ils nous demandaient donc en urgence de placer des documents dans le congélateur. Le froid extrême, c'est le meilleur moyen pour empêcher le développement de moisissures et le déchirement des pages. Car ces archives ont été retrouvées surnageant dans les caves du palais de justice de Verviers ou au CPAS de Limbourg. Des décisions remplies de boue et saturées d'eau, beaucoup ont dû être jetés. Il a donc fallu faire des choix. Ce sont des minutes de jugement, donc ce sont des originaux de jugement, ici que vous avez d'un tribunal de l'arrondissement de Verviers. Une fois congelés, une technique de vide d'air par lyophilisation permettra d'en extraire l'eau. Ensuite, un nouveau travail minutieux pour les restaurer. Certains documents, s'ils sont perdus, ça peut occasionner des coûts pour l'État. Donc il y a des documents qui ont vraiment une valeur immédiate. C'est-à-dire si on les perd, on ne peut pas réclamer une dette, on ne peut pas prouver un droit. Donc ces documents-là, c'est ceux qu'on va évidemment sauver en priorité. Aujourd'hui encore, de nombreuses communes sont toujours en inventaire. Mais nul doute que des milliers de pages de documents récents et parfois très anciens sont définitivement perdus. 7 résidents d'une maison de repos de Zaventem sont décédés des suites du Covid-19. Ils étaient déjà très malades, ils ont succombé à un nouveau variant de la maladie, le variant colombien qui progresse dans notre pays. Selon les premières études, il n'est pas plus grave ni plus dangereux que les autres. Loïc Parmentier, Guillaume Wills. Tout commence le 16 juillet dernier. 2 résidents de cette maison de repos de Zaventem sont diagnostiqués positifs au coronavirus. Après contact avec les autorités, résidents et personnels sont tous testés. Résultat, 17 contaminations. Une semaine plus tard, pour certains, les symptômes s'aggravent et finalement, 7 résidents décéderont. Un résident positif au coronavirus était en phase terminale. Un autre résident était en soins palliatifs. Et puis on dénombre encore 5 autres décès pour lesquels on doit malheureusement constater qu'ils sont dus au coronavirus. Ils étaient tous vaccinés ? Oui. Dans les laboratoires de l'université de Louvain, le coronavirus est étudié. Après analyse, il s'agit d'un variant dit colombien, apparu en Belgique à la fin du mois de juin. Une enquête menée en Angleterre a montré que ce variant n'est pas plus pathogène que ceux que nous connaissons déjà, mais il est encore trop tôt pour faire des déclarations définitives. Comme ici, dans cette maison de repos en Belgique, 20 foyers de ce variant colombien ont été identifiés. Ils sont suivis avec la plus grande attention. Un peu de répit pour les sans-papiers qui occupent l'église du Béguinage à Bruxelles. Les anciens grévistes de la faim, la fabrique d'église, aimeraient qu'ils quittent les lieux pour fin septembre à la place de mi-août. Les sans-papiers espèrent partir quand leurs dossiers de régularisation auront abouti. Des dizaines d'incendies frappent toujours la Grèce. Hier soir et cette nuit, un foyer s'est dangereusement rapproché d'Athènes. Les touristes belges ont reçu des SMS de prudence de la part des autorités grecques. 5 personnes ont été blessées et plusieurs villes évacuées. Fanny Lino. Les autorités les pensaient maîtrisées, mais les incendies qui entourent Athènes ont repris hier soir. Les habitants des banlieues nord de la capitale ont évacué pour échapper aux flammes. L'île d'Eubée est parmi les endroits les plus touchés par les incendies. Dans ce village, tout est détruit.
J'ai fait partir ma femme, mes enfants et mes petits-enfants. Tout le monde est parti et je suis resté seul. Au moins, j'ai réussi à sauver certaines choses. Heureusement, rien ne nous est arrivé. Mes petits-enfants qui étaient ici ont réussi à partir. Le Premier ministre grec s'est rendu sur place et s'est adressé à la population. Si vous recevez un ordre d'évacuation, veuillez vous y conformer. Les maisons seront reconstruites et les arbres repousseront, mais une vie humaine n'est pas remplaçable. Hier soir, les autorités ont envoyé un message d'alerte. Un message envoyé à la population, mais aussi aux touristes, parmi eux, de nombreux Belges. Hier soir, dans la soirée, nous avons reçu un message nous signalant qu'il fallait absolument éviter tout déplacement inutile et que les zones boisées et les forêts sont interdites. J'ai reçu à 2 reprises une alerte qui était avec un texte qui était écrit en grec et en anglais, nous demandant de faire attention car nous étions dans une zone à risque. Nous devions atteindre la zone d'Olympie où nous avons normalement un hôtel, mais on n'est pas certain que ce sera possible. On doit rester en contact permanent avec les hôteliers pour voir si la zone est toujours à risque. À Olympie, les pompiers ont pu maîtriser les flammes qui menaçaient le site archéologique, mais des incendies sont toujours en cours dans les villages voisins. L'armée israélienne et le Hezbollah libanais s'opposent militairement depuis 2 jours. Le Hezbollah a lancé plusieurs roquettes sur Israël, qui a répliqué par des frappes aériennes au Liban. Les premières depuis plusieurs années. On ne sait pas s'il y a des victimes. Les Nations Unies qualifient cette escalade de très dangereuse. RTL Sport, c'est un tremblement de terre dans le monde du football. Lionel Messi quitte Barcelone. L'Argentin espérait rester, mais il coûte trop cher. C'est la fin d'une histoire de plus de 20 ans qui dépasse le simple foot. Arnaud Gabriel. Lionel Messi et le Barça, c'est fini. Aussitôt l'annonce faite, des supporters se rassemblent devant le stade du Camp Nou à Barcelone. La tête baissée ou assis devant les grilles, difficile de cacher ses émotions. Je suis triste car il a fait un travail fantastique. Ça va être difficile de ne plus le voir au Camp Nou. Je suis un peu triste parce que depuis que je suis le Barça, il y a toujours eu Messi. C'est mon enfance et avec lui, nous avons remporté de nombreuses victoires. Messi et Barcelone, 2 noms qui semblaient liés à jamais. Tout commence il y a plus de 2 décennies. À 11 ans, l'Argentin mesure 1m11. Les médecins lui annoncent qu'il fera 1m50 à l'âge adulte. Trop petit pour devenir footballeur, alors ses parents lancent un appel. On se trouve à la fin des années 90 dans une période de grande crise économique en Argentine. Et donc du coup, ils n'ont pas l'argent nécessaire pour assumer les frais. C'est environ $1000 par mois. Et c'est comme ça qu'ils se dirigent vers des clubs beaucoup plus fortunés, en l'occurrence Barcelone, pour prendre en charge ce traitement. À 13 ans, le Barça le recrute. Le contrat est signé sur une serviette dans un restaurant. 3 ans plus tard, la Pulca, comme on le surnomme, la puce, débute chez les professionnels. Il s'impose et se fait respecter. La preuve, même à Madrid, le plus grand rival, aujourd'hui on le regrette. C'est le football dans son ensemble qui perd. Il avait son travail ici, il a 34 ans. Messi a donné le meilleur de lui. Nous lui souhaitons bonne chance car il a tellement donné au football. Selon la presse espagnole, Messi est bouleversé. Il ne voulait qu'une chose rester, mais le divorce était devenu inévitable pour le club catalan. Léo n'est pas content. Il voulait rester. Nous avions tous l'intention et le désir qu'il reste. Il est maintenant confronté à la réalité, comme nous. Et cette réalité ne peut être changée. C'est donc la fin d'une histoire longue de 778 matchs, 672 buts inscrits et 305 passes décisives. 10 Ligas, 4 Ligues des Champions, 7 Coupes du Roi et 6 Ballons d'Or. Messi a gravé les esprits. Son visage est définitivement ancré dans l'histoire. Football toujours avec le 3e tour préliminaire de la Conference League, nouvelle compétition européenne pour les petits pays.
Anderlecht a battu les Albanais de Lassi 0-3. Le match retour aura lieu la semaine prochaine. Revenons maintenant sur la médaille d'or de notre équipe de hockey aux Jeux Olympiques de Tokyo. Nos hockeyeurs rentrent demain après-midi au pays. Ils vont défiler à Bruxelles entre le boulevard Anspach et la place Rogier. Ce sera à partir de 17h30. Nous sommes en direct avec le gardien des Red Lions, Vincent Vanache. Bonjour. Comment est-ce que vous avez fêté ce titre depuis hier soir ? Comme il se doit, un titre olympique, on était forcément super heureux. Ici, voilà la médaille, elle brille. On l'avait dit, ça fait 5 ans qu'on le crie sur tous les toits qu'on veut l'or. Après Rio, c'était le seul objectif. Et voilà, aujourd'hui, on a remporté ce trophée. Et, on ajoute un trophée en plus à notre palmarès. Remontrez un peu la médaille. Est-ce qu'elle pèse lourd ? À quoi est-ce qu'elle ressemble là ? Ça donne envie quand même, hein ? Elle pèse lourd, elle brille, elle brille super bien. Enfin, honnêtement, c'est incroyable, c'est indescriptible. Je réalise toujours pas ce qu'on a fait. Ça a été un tournoi magique pour les Red Lions et pour le Team Belgium aussi, je pense. On est super fiers et ça a été une grosse finale pour le public neutre. Je pense qu'ils se sont bien amusés. Ça a été jusqu'au bout, jusqu'au shootout. On est resté serein et au final, on a pris la victoire. Quand Nina Derwal avait gagné sa médaille d'or, on avait vu une vidéo de vous qui la félicitiez quand elle revenait dans le clan belge. Est-ce que vous avez croisé Nafisa Toutiam hier, qui a remporté aussi l'heptathlon ? Oui, on l'a aussi croisée, mais un petit peu, parce qu'elle était épuisée en rentrant. Elle avait plus de force, mais on l'a quand même félicitée. On a bu un verre ensemble et puis chacun est parti se coucher. Sur Twitter, vous avez indiqué, quand vous aviez gagné, voilà, donc, on a gagné, vous mettiez une photo avec ce mot-clé famille. Quoi, cette équipe, c'est votre famille ? C'est un peu votre deuxième famille ? Oui, c'est clair, c'est ma deuxième famille. Ça fait 12 ans que je joue pour les Red Lions. Je pense que je passe plus de temps avec les Red Lions qu'avec ma propre famille. On se voit tous les jours pour s'entraîner. On a mis tout de côté pour se consacrer juste au hockey. Pour certains, on fait beaucoup de sacrifices par rapport à nos familles, par rapport à nos études, par rapport aux vacances qu'on prend. On n'en a pas beaucoup et voilà, c'est notre passion, elle prend le dessus, c'est notre vie en fait, le hockey. Et cette famille, je suis fier et aujourd'hui, je suis fier d'avoir accompli tout ce chemin avec eux. Et quelle pub aussi pour le hockey, là, vous allez faire exploser le nombre de nouveaux affiliés dans les clubs, hein ? Ouais, j'espère. Le hockey a le vent en poupe pour l'instant. Je pense qu'ils sont rares et je pense que ça n'a jamais été fait qu'un pays remporte la Coupe du Monde, la Coupe d'Europe et les Jeux Olympiques. On est fiers d'écrire cette histoire. On écrit l'histoire de la Belgique aussi en remportant cette médaille d'or dans un sport collectif. Je suis très fier de rendre aussi la Belgique fière de ses athlètes, fière du Team Belgium, de redonner un peu le sourire aussi. C'était surtout ça. On avait une seule mission, c'était de prendre l'or ici à Tokyo et on l'a fait. J'espère que le peuple belge en tout cas a retrouvé le sourire après cette année compliquée et est super fier. Eh bien oui, en effet, on a le sourire grâce à vous. Merci beaucoup Vincent Vanache et le public viendra vous fêter demain en fin d'après-midi à Bruxelles, donc fêter ce titre olympique. Remontrez-nous juste encore un peu la médaille pour le plaisir. Merci d'avoir été avec nous en direct. Bel après-midi à vous. Merci beaucoup Vincent Vanache. Merci à vous de vous informer comme chaque jour avec RTL Info. Les prévisions météo de votre week-end arrivent dans un instant avec Vanessa Matagne. Ce soir, 19h, Antoine Skurwegen. Bel après-midi, déjà bon week-end. À bientôt. RTL Info continue en radio, sur Internet et sur les applications mobiles.